On va commencer la séance sur les AG pelviennes et nous recevons aujourd'hui Dr Christine Lebec, qui est une confrère qui travaille à Aix-en-Provence, une spécialiste des AG pelviennes, qui va qui va commencer par ta première communication. Tu commences, alors vous en avez deux. On vous passe la parole, Christine. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Je remercie le comité d'organisation et le docteur Méchir de nous avoir invités. Voilà, donc je suis chirurgien gynécologue dans un centre de médico-chirurgical où l'objectif c'est de travailler sur la douleur pelvienne et périnéale et aussi sur l'optimisation de la qualité de vie. Donc, je vais vous présenter un topo qu'on avait réalisé avec le docteur Nicolas Pluchino de Genève. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis donc dans cette diapo. Donc, c'est vraiment jusqu'où peut aller l'échographie dans le dépistage de l'endométriose, avec une grande importance en fait entre la confrontation avec la chirurgie et les images échographiques qu'on peut retrouver. Donc, un élément qui est très important déjà, c'est la notion de dépistage dans cette pathologie. L'endométriose, c'est quoi? Le dépistage, en fait, ça va être rechercher une maladie chez une personne qui est en bonne santé avant l'apparition de tout symptôme. Or, en fait, l'endométriose n'est pas toujours pathologique, puisque dans 15 à 30% des patientes, elles sont asymptomatiques. Donc, finalement, on va considérer que l'endométriose est une maladie si soit les patientes ont des douleurs pelviennes chroniques ou elles sont infertiles, et ça, on peut l'évaluer par des questionnaires de qualité de vie spécifiques, notamment le HP30 ou le HP5 en version courte. La douleur pelvipérinéale chronique chez ces patientes, elles vont représenter 40 à 70%. Donc aujourd'hui, nous, en France, le dépistage de l'endométriose n'est pas recommandé dans une population générale. Donc on va recommander de prendre en charge cette endométriose si elle a un retentissement fonctionnel sur la douleur ou l'infertilité. A contrario, le diagnostic, c'est quoi? C'est l'identification d'une maladie à partir de ses symptômes. Donc, en fait, je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est pas de faire immédiatement le diagnostic d'endométriose. Nous, en France, on a beaucoup de patientes qui arrivent et qui disent, voilà, j'ai une endométriose, je veux le diagnostic d'endométriose. Finalement, est-ce que c'est pas plus important de faire d'abord un premier dépistage des patientes douloureuses chroniques, et ça, on est moins bon dans la réalisation de ce dépistage, ou des personnes qui sont en infertilité ou en hypofertilité, et au sein de cette population ciblée, arriver à faire un diagnostic précoce d'endométriose. Donc, l'urgence diagnostique, elle n'est pas de diagnostiquer une maladie, mais de diagnostiquer des symptômes pour les prendre en charge rapidement, notamment les patientes avec des douleurs pelviennes chroniques et des patientes avec des infertilités. Quels sont nos outils qu'on a aujourd'hui pour le diagnostic de cette endométriose? On a évidemment l'échographie pelvienne, qui est un examen de référence, rapide, d'accès, peu onéreux, dynamique. Donc, beaucoup d'études ont déjà montré la sensibilité, la spécificité de cet examen comparable à l'IRM, donc pour le diagnostic précoce de cette maladie, mais au sein d'une population ciblée et non en population générale. Il existe un score UBES, donc qui a été réalisé par l'équipe de Menakaya. C'est un excellent outil de sensibilité et de spécificité pour évaluer la complexité d'une chirurgie de l'endométriose. Donc, sur 250 patientes, ils avaient évalué donc ce score UBES, divisé donc en 5 étapes. Et là, aujourd'hui, ce qui est très important, donc moi je suis chirurgien, mais je fais de l'échographie, et d'avoir cet outil technique qui nous permette, qui est assez puissant pour déterminer la complexité de la chirurgie, va pouvoir préciser votre geste diagnostique et votre geste chirurgical surtout. Donc, ça va se diviser en 5 étapes. Une première étape qui va être l'évaluation de l'utérus et des annexes, et notamment de repérer les lésions d'adénomiose ou les endométriomes, donc avec les pertes de zones de jonction, etc. D'évaluer également, en fait, si on va avoir des endométrioses péritonéales possibles, avec donc à la palpation donc les zones douloureuses, ce qu'on appelle les sites spécifiques. Et puis, on va évaluer aussi la mobilité des organes, la mobilité des ovaires et la mobilité au niveau du cul-de-sac de Douglas. Donc, notamment, c'est ce qu'on appelle le sliding sign. Puis, ensuite, on va évaluer les lésions profondes d'endométriose, hors lésions digestives. Donc, elles peuvent être antérieures, postérieures au niveau des US et des torus, ou latérales, donc au niveau urétéral. Et donc là, on va aller regarder des nodules hypoéchogènes, donc qui vont venir interrompre les lignes d'échogénicité pour évaluer s'il y a des atteintes profondes. Évidemment, il va y avoir un temps postérieur pour les endométrioses profondes, et donc ça fera proprement partie donc d'évaluer si la taille, l'infiltration, la distance par la marge anale.
Une fois qu'on a réalisé ce score, on est capable en fait de déterminer 3 niveaux de sévérité de la maladie. Donc avec un premier niveau où on a des ovaires qui vont être mobiles, pas de lésions digestives profondes et une bonne mobilité du cul-de-sac de Douglas. Donc dans ces stades, majoritairement, on va avoir des patientes qui vont être négatives à la celluloscopie. Un stade 2, on va pouvoir voir des images ovariennes avec des ovaires immobiles, mais pas de lésions d'endométriose profonde. Ça va être les lésions des utérosacrés isolés, donc des lésions tubo-ovariennes. Et puis un stade 3 qui va nous déterminer des lésions profondes digestives et avec un cul-de-sac complètement blindé. On voit donc en fonction de ces niveaux donc de score échographique, on pouvoir les relier donc à des niveaux de complexité chirurgicale ici. Donc avec un niveau 1 qui correspond un peu après à la célioscopie épreuve au bleu, la célioscopie diagnostique, le niveau 2 qui va correspondre à des atteintes donc tubo-ovariennes, des hystérectomies, des lésions utérosacrées, et un niveau 3 avec des lésions beaucoup plus complexes qui vont nécessiter des chirurgies souvent en pluridisciplinarité, notamment en requérant l'accompagnement de chirurgiens digestifs ou urologiques. Aujourd'hui, on a un autre score qui existe et que les chirurgiens utilisent beaucoup. Ça s'appelle le score Anzian. Donc, c'est cette classification qui nous détermine. Donc, c'est une classification qui est chirurgicale et qui va nous déterminer, qui est très bien corrélée en fait en fonction de l'atteinte avec cette complexité chirurgicale. Une équipe, donc l'équipe de Montanari, d'accord, a bien évalué sur 745 patients dans une étude multicentrique qui avait une excellente corrélation, c'est-à-dire ils ont visualisé à l'échographie, ils ont donc essayé de faire un score donc Anzian échographique et donc on avait une excellente sensibilité, une excellente spécificité de ce score Anzian au niveau chirurgical. Donc ça veut dire, ça confirme ce que disait l'équipe précédente, que l'échographie non seulement elle va faire le diagnostic, mais elle est capable aussi aujourd'hui de faire une classification chirurgicale et donc de prédire cette complexité de la chirurgie. Évidemment, quand on est chirurgien, il faut être très exigeant. Le diagnostic pur d'endométriose ne nous intéresse pas. Il va falloir évidemment aller bien au-delà et préciser la localisation de la maladie, parce que il y a un dogme en chirurgie qui va nous dire bonne indication, moins de complications. Donc ça va vous permettre d'anticiper si vous requérez l'utilisation donc de votre chirurgien digestif, de votre urologue, la mise en place de sondes de double J, de prévenir correctement la patiente en préopératoire, de faire les bonnes préparations, etc. Et donc, en fait, finalement, cette échographie, cette imagerie peut nous apporter énormément d'éléments. Donc, le diagnostic, ok, mais la localisation aussi, au niveau des utérosacrés, vaginales, digestives. Mais également, un élément très important, c'est l'envahissement des organes adjacents, comme les uretères ou l'intestin. Donc là, c'est des petites vidéos qu'on vous a mis. On va voir ici la lésion, en fait, donc au niveau vaginal, donc là qui se retrouve ici au niveau donc en hypoéchogène avec une lésion inflammatoire, donc une réaction hyperéchogène autour. Donc, ce qui est important dans l'évaluation échographique, c'est de mesurer en fait la taille de ces lésions pour pouvoir expliquer aux patients est-ce que vous allez avoir une cicatrice vaginale par exemple. Donc là, il était évident que chez cette patiente qui était douloureuse, il y avait une cicatrice donc vaginale. Donc ça, c'est la vision cilioscopique qu'on peut voir des lésions donc transvaginales ici. Donc voilà, au niveau donc du cul-de-sac, juste en avant de la cloison. Et ça, c'est après la chirurgie. Donc vous voyez qu'il n'y a plus de nodules et que le vagin est de nouveau normal avec l'absence en fait de cette réaction hyperéchogène autour du nodule hypoéchogène puisqu'il a été réséqué. Donc ça, c'était l'image de la lésion 6 mois après. Donc, on a également en fait la visualisation des images donc d'endométriose profonde. Donc ça, c'est la confrontation ici donc chirurgicale. Donc de ces nodules qu'on va aller enlever au niveau donc du ligament. Donc là, c'était un nodule donc du ligament utérosacré avec la partie vaginale. On va faire une suture donc vaginale derrière. Donc ça, c'est important également d'évaluer la taille pour ensuite évaluer le pronostic. Donc pour les lésions, ensuite on va voir les lésions donc des nodules utérosacrés. Donc ces lésions des nodules utérosacrés qu'on voit ici, là, d'accord, là.
qui est vraiment, on voit ici, il y a un kissing donc de l'ovaire de ce gros endométrium avec donc ce nodule donc au niveau du ligament utérosacré qui nous permet de visualiser effectivement le fait qu'il y ait un magma. Donc on a un standing sign qui va être négatif avec une immobilité ovarienne, donc un score UBES à minima d'un stade 2, donc pour déterminer la complexité chirurgicale. Ce qui est très important, c'est que quand vous voyez une lésion des utérosacrés, donc vous pensez utérosacré, il faut penser retentissement paramétrial. Donc qui dit retentissement paramétrial, en fait, il y a l'équipe de Raquel qui a bien montré qu'un nodule au-delà de 1,75 cm et de 1,95 cm était capable en fait de retrouver une lésion significativement importante au niveau donc urétéral. Donc, les patients qui, bien sûr, on va avoir un retentissement donc urétéral, vont avoir des chirurgies beaucoup plus complexes. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez un nodule donc sur votre utérosacré, l'important, c'est bien sûr, c'est de mesurer la lésion de ce nodule, mais il ne faut pas oublier le retentissement adjacent parce qu'on sait que l'urtère passe très au contact de l'utérosacré et qu'il peut y avoir des phénomènes rétractiles de ces éléments. Et donc, du coup, votre chirurgie ne va pas du tout être la même et vous allez devoir, en amont, anticiper la nécessité d'une sonde double J, etc. Aujourd'hui, c'est possible en échographie de suivre l'urtère, donc voilà, que vous voyez ici. Là, ça c'est une voie vaginale, on est au niveau de l'introïte, d'accord. Et là, vous voyez le passage donc ici du liquide des urines, donc au niveau donc de l'urtère et la reptation. Donc, on peut voir l'urtère jusqu'au niveau de la bifurcation iliaque, donc en amont, pour visualiser en niveau vaginal s'il y a un retentissement, donc avec des dilatations urétérales ou des hydronéphroses. Donc ça, en fait, on se met en longitudinal au niveau donc de l'introïte, comme quand on fait une voie périnéale. On va visualiser l'urtère au niveau longitudinal et ensuite on va aller en latéro-vésical, donc de chaque côté avec notre sonde pour bien visualiser en amont. Donc l'équipe de Patman avait beaucoup travaillé effectivement sur cette visualisation des urtères parce que nous, c'est vrai qu'en tant que gynécologue, ça nous semblait un peu fou de se dire regarder des urtères par voie vaginale, mais en fait c'est assez simple quand on essaye juste de les regarder. Donc sur ces 848 femmes atteintes de douleurs pelviennes chroniques, cette équipe avait retrouvé, donc c'était vraiment des femmes tout venant, 3,3% donc de ces patientes avaient des anomalies échographiques des voies urinaires, mais uniquement 2% des patientes avaient des signes d'endométriose, des symptômes d'endométriose urinaire, urétérale et ou vésicale. Donc ça veut dire que 1,3% des patientes sur ces 848 femmes présentaient des lésions des voies urinaires sans qu'elles soient symptomatiques. Et l'échographie qu'ils ont réalisée retrouvait donc chez ce type de population une sensibilité et une spécificité très importante, notamment pour dépister ces pathologies urinaires. Et pourrait justement éviter d'arriver à des hydronéphroses. Donc ça, c'est un corps, vous voyez, on est en voie vaginale. On a ici donc une dilatation urétérale qui est très importante, qu'on peut visualiser. Donc, une fois qu'on s'est orienté sur la localisation, donc des utérosacrés, le torus, etc., donc les urtères, l'envahissement donc paramétrial, bien sûr, la partie digestive est très importante, donc il va falloir évaluer si la lésion elle est seule, multiple, la distance par rapport à la masse jarnale, la circonférence, le degré de sténose et le degré en fait d'infiltration du mur digestif. Donc, on a une classification, la classification IDA, qui va nous permettre donc de déterminer 3 types en fait de lésions digestives, d'accord, avec des formes différentes. Donc, la première, donc on va vraiment voir une forme en plaque hypoéchogène, la deuxième donc en plume donc d'Indien et la troisième comme une rétraction. Donc, pourquoi cette forme elle est importante? Tout simplement parce que en fonction de la forme, vous comprenez bien qu'il va y avoir des patientes avec des lésions digestives qui vont plutôt être électives à une discoïde, d'accord, une résection discoïde ou un shaving. C'est-à-dire que la troisième partie, donc un shaving va pas être dans le troisième cas, un shaving sera beaucoup plus simple, alors que ici, on va plutôt avoir tendance à faire vraiment des résections, donc en plume d'Indien, soit des résections discoïdes, soit des résections segmentaires. Donc ça, c'est important de bien le visualiser et également de visualiser l'atteinte par rapport donc à la muqueuse et à la muqueuse et à la musculeuse profonde. Mais comment on mesure ces lésions? Souvent, en fait, dans les classifications et les arbres thérapeutiques qu'on peut voir dans la littérature, notamment Horace Roman a beaucoup décrit la manière donc de faire la résection digestive.
Donc la taille est très importante. Sauf que si on mesure en fait le nodule, et c'est jamais un seul nodule donc digestif isolé, il est toujours souvent adhérent au utérus. Cette manière de le mesurer, il est important. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a souvent une partie utérine ou utérosacrée et une partie qui va être digestive. Et donc évidemment, quand on parle de taille du nodule, c'est la taille du nodule digestif, puisque en fait, quand on va faire cette résection, on va désinsérer donc la partie utérine et la partie digestive, ou sinon faire un monobloc. Mais dans ces cas-là, on aura toujours la même composante digestive. Donc ça, c'est important de bien distinguer la partie rétrocervicale ici et la partie rectale et de le mesurer donc en 2 fois. Donc ici, on voit bien là le nodule donc digestif qu'on voit ici, là qu'on a vu qui est en plume donc là, d'accord, qui arrive en hypoécogénicité. On voit qu'il y a une rupture donc de la séreuse. Donc une fois qu'on a fait donc ces résections, donc souvent qui sont réalisées donc en monobloc, vous voyez, on a donc cette partie donc du torus qui va être ici, et cette partie donc digestive. Donc tout à l'heure dans les images précédentes, on vous a montré la mesure de cette lésion et la mesure de cette lésion. Bien sûr, on peut les réséquer en monobloc, mais ce qui va être important pour la décision, c'est est-ce qu'on va faire une résection donc plutôt donc là ils ont fait une résection un shaving ici. Donc voilà. Ensuite, il faut évaluer également le compartiment antérieur. Donc ça, c'est très important. Ce compartiment antérieur, notamment ce qu'on appelle les soft markers, on peut voir des adhérences donc vésicales ici, là, toujours en hypoécogénicité, d'accord, avec toujours une réaction inflammatoire hyperécogène autour donc de ces zones de lésion. Et évidemment, quand on va voir ces marqueurs, donc là, c'est après résection donc de la lésion, au laser. Ce qui est important, c'est souvent quand on a des rétractions en fait au niveau vésical, on a aussi majoritairement des lésions beaucoup plus profondes, et c'est pour ça que l'échographie va être capable donc de nous la visualiser. Non seulement, ce qui est important de voir en échographie, c'est la taille de la lésion, bien sûr, mais la distance par rapport aux uretères avec le jet urétéral. Et si on s'était mis une limite, c'est-à-dire que si on avait une lésion donc vésicale à moins de 2 cm au niveau du méa urétéral, il y avait une indication à poser une sonde de double J, et ça on le voit donc très bien en chirurgie. Donc vous comprenez bien qu'en fait aujourd'hui d'être capable de faire son échographie pour prédire sa chirurgie et donc de bien s'organiser et de pas être dépendant effectivement donc des radiologues, ou sinon de former en fait des radiologues à penser un petit peu dans cette version chirurgicale, va nous donner beaucoup d'éléments pour anticiper la chirurgie et être vraiment qualitatif et diminuer le risque de complications de ces chirurgies lourdes. Un autre sujet qui était très important, c'est l'endométriose superficielle. Aujourd'hui, quand on voit bien qu'il y a différents types de patientes endométriosiques, on va avoir les endométriosiques profondes, qui sont souvent des patientes qui sont douloureuses, mais plutôt des douleurs d'origine lésionnelle. Et puis, on va avoir ces endométrioses superficielles qui vont décrire plein de types de lésions un petit peu complexes. Je voulais vous présenter justement, je pense que c'est des patientes que vous avez beaucoup aussi, ces patientes qu'on peut voir en consultation. Alors bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 18 ans. On va parler un petit peu de mon parcours. Donc ça va débuter au début des règles. Donc j'avais des douleurs largement insupportables et au fur et à mesure du temps, c'était devenu insupportable. Donc j'ai fait de nombreux rendez-vous médicaux avec tous les spécialistes qui existent, on va dire. Au début, qui comprenaient pas, qui me disaient que c'était dans la tête, que ça n'existait pas. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'il fallait pas les écouter, qu'il fallait continuer à chercher et à se battre. Malgré ça, ça a créé du harcèlement scolaire au lycée, vu que j'ai loupé de nombreux jours et je suis quasiment pas souvent du tout là. Donc j'ai dû changer d'établissement, prendre un appartement toute seule et être loin de mes parents. Donc je suis quand même pas au lycée, mais j'essaie d'avoir un minimum de suivi scolaire pour les études. J'ai fait de nombreux examens, même plus je les compte, ça sert à rien. Et voilà, on continue. Et les douleurs que tu décris Les douleurs, oui, c'est comme des contractions au niveau du bas du ventre, et ça prend des fois dans le dos, dans les jambes, c'est fatigant. Et ça diffuse dans les autres organes aussi? Oui, dans la vessie, j'ai du mal à aller aux toilettes, du mal à faire pipi, ça crée des douleurs. Et du coup, l'absentéisme scolaire, il est quand même important. Et ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans que c'est comme ça. 4 ans que c'est comme ça. Ok, merci.
Donc, on voit bien que cette patiente, c'est des patientes qu'on voit quotidiennement en consultation. C'est pas des patientes parce qu'on est un centre expert et qu'on voit ce type de patientes. Ces patientes dysménorrhées qui vont décrire en fait tout et rien, c'est notre quotidien. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir répondre à ces patientes aussi, pas en les caractérisant toutes forcément d'endométriose, mais en essayant au moins de soulager leurs symptômes. Donc, cette patiente, elle avait des dysménorrhées, vous voyez, des douleurs utérines, elle décrit des douleurs musculaires, des douleurs vésicales. Donc, c'est des patientes qui sont assez complexes. Donc, dans le cas de Laurie, là, le diagnostic qu'on avait mis, bien sûr, c'était un syndrome douloureux utérin, puisqu'elle décrit des douleurs utérines, donc même en dehors des règles, avec des signes cliniques radiologiques, donc d'endométriose négative. Et on reviendra un peu plus tard sur cette notion qui est très très importante, dans un contexte d'hypersensibilisation pelvienne centrale, avec des douleurs musculaires très importantes. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure un petit peu comment faire ce raisonnement et comment arriver justement à poser ce type de diagnostic. On a mis en place chez cette patiente une médecine intégrative, donc à la fois médicale, chirurgicale et paramédicale, pluridisciplinaire, donc associant kiné, algo, thérapie centrale, traitements médico-centraux, système de photobiomodulation. Mais chez cette patiente, on a été en échec de la réhabilitation et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une cœlioscopie exploratrice et des injections de toxines utérines intra-utérines. Qu'est-ce qu'on a retrouvé pendant en fait la chirurgie? Des lésions d'endométriose superficielle. Donc on sait que ces lésions d'endométriose superficielle, elles sont pas visibles ou non visibles donc à la chirurgie. Cette patiente, on l'a revue à 2 mois de la chirurgie, donc une fois qu'on avait enlevé effectivement les lésions d'endométriose, elle disait qu'elle était mieux donc au niveau du point de vue de la douleur utérine parce qu'on avait fait des injections de toxines utérines, qu'elle était mieux en termes d'amélioration de sa qualité de vie. Donc c'est comme ça qu'il faut évaluer les malades. Donc c'est en ayant en fait, donc il y a des critères très simples. L'échelle de 0, 8, 10, le VA donc est un mauvais critère, donc il faut utiliser vraiment le PGI ou les échelles de qualité de vie. Et donc cette patiente, comme beaucoup d'autres patientes aussi, en fait, elle va être mieux. Et puis à 6 mois, elle va récidiver avec une aggravation de nouveau de cette douleur, revenue à l'identique de cette prise en charge. Et même les meilleurs chirurgiens ont les patientes, après leur chirurgie, des patientes qui sont de nouveau douloureuses ou toujours douloureuses. Et donc ça, c'est des mécanismes qu'il faut comprendre et prendre en charge. Donc évidemment, donc ça c'était pour vous dire que dans l'échographie, on a la limite donc du diagnostic de l'endométriose puisque on voit très mal ces lésions d'endométriose superficielle. Après le questionnement c'est est-ce que c'est vraiment important en fait de dépister ces lésions d'endométriose superficielle parce que finalement cette patiente on le lui a enlevé mais elle a toujours mal. Donc est-ce que sa douleur est vraiment liée à cette problématique? Et ça aujourd'hui c'est un vrai questionnement et nous au centre on est quand même persuadés qu'il y a 2 types de pathologies différentes. Aujourd'hui, environ 80% des patients vont souffrir d'endométriose et avoir des lésions superficielles, alors que 20 seulement, on va avoir une endométriose infiltrante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces patientes qui ont des douleurs pelviennes chroniques, des imageries qui sont négatives? Est-ce qu'on fait une cellule à tout le monde? Est-ce qu'on fait des tests salivaires, des biomarqueurs? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut absolument rechercher ces petites lésions d'endométriose superficielle? Parce que finalement, on se rend compte que ça ne traite pas les malades. Donc, c'est encore très important cette notion, c'est de se dire que le diagnostic d'endométriose, en fait, finalement, n'est pas le plus important chez ces patients de douloureuses chroniques chez qui on ne voit rien, pour commencer à la prendre en charge. On n'a pas besoin d'avoir un diagnostic d'endométriose pour commencer à prendre en charge, parce qu'il existe ces phénomènes qu'on appelle d'hypersensibilisation centrale pelvienne. Et c'est connu déjà depuis 90 que le stade et la localisation de l'endométriose ne sont pas corrélés à la douleur. Donc aujourd'hui, il faut connaître ces phénomènes de sensibilisation. C'est quoi ces phénomènes de sensibilisation? C'est un mécanisme, en fait, de mémorisation de la douleur. Il y a différents types. Un premier qui est l'hyperalgésie primaire. Donc, c'est un stimulus douloureux premier qui peut être les douleurs de règles, qui peut être lié soit à de la dénomiose ou juste à des dysménorrhées primaires. Et donc, on se rend compte dans les dernières études que 90% des patientes entre 15 ans et 18 ans ont des dysménorrhées, donc des douleurs chroniques. Si je vous brûle 1 semaine par mois, donc pendant 4-5 ans, en fait, personne n'est insensible à ce type de stimulus douloureux. Il va y avoir en fait des mécanismes de mémorisation. Et que ce soit chez la femme, mais chez l'homme aussi. Donc, en fait, ce n'est pas la femme qui est sensible à la réalisation de cette hypersensibilisation, puisque aujourd'hui, on voit aussi des hommes avec des hypersensibilisations pelviennes. Si je ne vous traite pas donc d'un mécanisme douloureux qui est répété en permanence, d'accord, il va se passer des phénomènes de sensibilisation périphérique. Donc c'est-à-dire que si je vous casse la main et quand je vous dis on ne fait rien, vous ne touchez à rien, on se revoit dans 6 mois, mais que vous me dites bah oui mais docteur moi j'ai super mal, ok on fait rien.
Vous avez rien, ça ne se voit pas. Je vous renvoie dans 6 mois. Vous avez mal effectivement au bras, au coude, à la tête, et donc tout à l'hémimembre, d'accord? Parce qu'il existe, et ça c'est très bien décrit par les phénomènes physiopathologiques, des substances en fait, donc la substance P qui va diffuser, d'accord? C'est des mécanismes de diffusion et qui vont entraîner ce qu'on appelle une inflammation neurogène. Et donc on va avoir un abaissement du seuil nociceptif de l'ensemble de la zone. Et donc nous autour de notre utérus, qu'est-ce qu'on a? Les muscles, la vessie, le tube digestif, la vulve. Donc tout ça en fait va encore induire une transmission exagérée du message douloureux. Et donc la femme, au lieu d'avoir juste son utérus qui dit à son cerveau que ça fait mal, finalement on va avoir toujours une transmission. Et donc c'est le cercle vicieux en permanence. Et donc ces patients, c'est ce qu'on appelle une expansion en abduile donc de cette zone périlésionnelle, et on va avoir une dysrégulation de la manière dont elle va gérer la douleur et l'hypersensibilité centrale pelvienne. Si vous ne prenez pas ça en charge, vos patientes, même meilleurs chirurgiens que vous êtes, auront toujours mal. Et en fait, ce qui est très important, c'est de prendre en charge ça en amont de la chirurgie, parce que si vous allez induire une chirurgie chez ces patientes qui sont déjà en état d'hypersensibilisation, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, ça va les aggraver. Alors certes, elles n'auront plus leurs lésions digestives ou elles n'auront plus leurs lésions des utérosacrés, mais elles seront toujours invalidées donc dans leur qualité de vie. On a évalué donc avec l'équipe Convergence PP, donc notre équipe de société scientifique de douleurs pelviennes européenne, ce critère de convergence PP qui est un élément très important. Je vous invite vraiment à les avoir à côté de vous, parce qu'il faut reconnaître ces patients hypersensibilisés. On va avoir des patients qui vont avoir des douleurs au remplissage mictionnel, des patients qui vont avoir des problématiques à la défécation, des patients qui vont avoir des douleurs à l'activité sexuelle, et ça vous en avez tout le temps, des patients qui vont être intolérantes donc à la mise de tampons, les douleurs musculaires. Cette variabilité de ces patients qui nous disent « moi docteur j'ai mal là mais j'ai mal dans le dos et puis ça descend dans la jambe » etc. et que donc du coup évidemment on va avoir des mécanismes donc d'incompréhension par rapport à ces douleurs et cette topographie qui va être vraiment différente. On se rend compte aussi que c'est des patients qui ont beaucoup de migraines, d'intestin irritable, d'intolérance aux traitements chimiques. Et c'est exactement ce qu'elles décrivent. Elles disent « moi, je ne tolère pas cette pilule, mais j'ai tout essayé. Je prends le Loroxy, elles ne tolèrent plus rien, elles ne veulent plus rien. » Et donc, chez ces patientes-là, c'est important en fait de les intégrer donc dans un parcours pluridisciplinaire. Et on va voir la suite donc de la mécanisme de traitement. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc dans ce topo, c'est que vraiment l'échographie est un excellent outil de diagnostic de l'endométriose, mais dans une population ciblée. Ce qui est important avant, c'est de dépister chez qui on va vouloir diagnostiquer ces patients, cette endométriose. Donc, chez les douloureuses chroniques, chez les infertiles. Donc, l'exploration digestive urinaire, elle est vraiment comparable à l'IRM, d'être maître en fait de votre propre outil d'examen qui est capable aujourd'hui de définir la complexité pour anticiper votre geste chirurgical et ne pas être dépendant donc d'un radiologue. Alors même si c'est important de toute manière de travailler, il faut toujours travailler en synergie et en collaboration, mais de pouvoir pouvoir répondre à ces questionnements. Est-ce que je vais vous prendre mon digestif? Est-ce que je vais mettre une sonde d'Ublégy, etc., etc. Donc pour anticiper l'information aussi que vous allez donner aux patientes et prédire la complexité. Donc, évidemment, on a des limites donc par rapport à l'endométriose superficielle, mais est-ce que c'est important de les dépister? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est ça la raison de leur douleur? Est-ce qu'on a besoin de confirmer une endométriose pour prendre en charge une douleur pelvienne chronique? Non. Il faut connaître ces notions d'hypersensibilisation, travailler avec les critères convergence PP, et ces patients-là ne nécessitent pas forcément une chirurgie. Donc, je crois qu'il faut toujours penser qu'au-delà de l'image et de la chirurgie, on a vraiment une patiente, ses symptômes et son besoin, et que notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de maintenir une optimisation de la qualité de ces femmes. Donc, voilà. Merci. Un peu de retard déjà au départ. Peut-être on va vous proposer d'enchaîner sur le prochain topo et de laisser les questions de l'assistance après, si l'assistance est d'accord, sauf s'il y a des questions qu'ils préfèrent poser tout de suite. Donc, je pense qu'on peut y aller pour le prochain topo, Christine. Ok. Merci. Donc, pour la suite, justement, je voulais qu'on revienne, enfin, on m'a donc donné l'occasion de vous parler justement de la prise en charge de ces endométrioses et de la douleur pelvienne chronique, et aussi des alternatives donc au traitement classique qu'on peut avoir, où on a aujourd'hui une réticence donc des patients. Donc, c'est vrai qu'au centre, on a essayé donc voilà, de voir avec les patients comment on pouvait mieux optimiser leur qualité de vie. Donc,
ça, c'est des chiffres que j'ai déjà cités tout à l'heure, hein, donc c'est très important. Mais ce constat quotidien donc de ces patientes endométriosiques, on se rend compte dans les dernières études, quand même, on a 20% de ces patientes dysménorriques primaires qui ont des imageries des cilios qui sont négatives. On a des patientes qui sont chirurgicalement traitées de l'endométriose et qui ont toujours ce qu'on appelle, nous, des syndromes endométriosis-like, c'est-à-dire des dysménorrhées, des dyspareunies, des douleurs à la défécation, etc. Et ensuite, on a aussi un grand nombre de patientes qui vont venir récidiver, donc de la douleur pelvienne chronique et de leur dysménorrhée, alors qu'il n'y a pas de récidive à l'imagerie de leur pathologie endométriosique. Aujourd'hui, la douleur pelvienne, donc ça c'est en France, hein, on a 4 millions de femmes en France, 15 à 20% de la population féminine. Donc, on ne parle, nous, aujourd'hui, que de l'endométriose, mais finalement, la douleur pelvienne de la femme va pouvoir se décrire tout au long de son parcours de vie. La puberté, les règles douloureuses, l'accouchement, la ménopause. Donc, et tous ces mécanismes, en fait, ne sont pas aujourd'hui correctement pris en charge. Et surtout, ça va atteindre, comme je vous ai dit, par ces phénomènes de diffusion, donc la vulve, la vessie, le côlon, l'utérus, les nerfs et les muscles. Donc, en France, aujourd'hui, nous, on a 5 à 10% des gynécologues qui vont mettre en place ces traitements de première attention et qui vont dépister ces pathologies. Mais tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'était que quand on n'avait pas donc de prise en charge, qu'est-ce qui se passe? Les patientes, donc, elles vont avoir à peu près 5 ans d'errance parce qu'elles veulent des réponses. Elles sont en invalidité. Il y a 6 à 12 mois d'attente aujourd'hui pour une consultation spécialisée. C'est des patients qui arrivent avec une altération de la qualité de vie professionnelle, personnelle, conjugale important et un grand sentiment de culpabilisation de ces femmes, d'hystérisation avec beaucoup de choses qu'elles ont entendues. Elles font de multiples examens, donc un coût de santé donc qui est très très important et surtout aujourd'hui ces femmes restent très en colère avec ces incompréhensions, ces méconnaissances qui peuvent être mal interprétées par certaines patientes. Donc nous, ce qu'on se pense, c'est que est-ce que l'endométriose serait pas la face visible de l'iceberg parmi donc toutes ces dysménorrhées et ces douleurs pelviennes chroniques? Et encore une fois, cette notion de dépistage de la douleur pelvienne chronique, elle est importante parce qu'en fait, l'idée de soigner les gens, c'est de faire en sorte qu'ils aillent mieux et ensuite de faire ce diagnostic précoce dans cette population ciblée. On sait qu'on a des petites endométrioses donc qui vont avoir très très douloureuses comme je vous ai dit tout à l'heure avec le cas de Laurie et inversement, on va avoir des endométrioses très sévères qui vont être peu douloureuses ou chez ces patientes et on se rend compte qu'on a bien deux types donc de pathologies, des patientes très douloureuses avec des minimes lésions et d'autres avec des très grosses lésions sans douleur importante. Ce qui est important, c'est de revenir aussi sur cette physiopathologie donc de la douleur dans l'endométriose. Qu'est-ce qui se passe? On a donc cette stimulation donc hormonale avec les cycles, les phénomènes inflammatoires. Ces inflammations vont entraîner donc des nodules donc de rétraction donc de fibrose avec des infiltrations nerveuses. Donc ces implants endométriosiques réalisés vont avoir une propre connexion avec des propres terminaisons nerveuses pathologiques. Les adhérences également vont être pourvoyeuses donc de douleurs. Cette neuroangiogénèse et donc cet influx donc de douleurs donc qui vont arriver au cerveau réinduit donc cette dysrégulation du système nerveux central et apparaît ces mécanismes donc d'hypersensibilisation. Je suis désolée, j'insiste vraiment beaucoup sur cette notion d'hypersensibilisation centrale pelvienne parce qu'en fait, quand on a compris ce phénomène, ça va vraiment éclairer nos prises en charge. Donc, ce phénomène d'hypersensibilisation, c'est l'homonculus. Souvent, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'une patiente avec exactement la même pathologie d'endométriose IRM, d'accord, ne va pas du tout avoir les mêmes symptômes. Vous prenez une patiente qui a des lésions d'endométriose des utérosacrés, ne va pas être la même et ne va pas du tout décrire les mêmes symptômes. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une notion en fait de contexte, de vulnérabilité donc de chez ces patientes pour créer une hypersensibilisation et parfois il faut donc un facteur déclenchant pour que ces patientes basculent justement dans cette dysrégulation du système nerveux central. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que dans cette discordance, donc il y a vraiment ces événements favorisants, d'accord, qu'il existe un dysfonctionnement chez ces patientes douloureuses chroniques du système de la douleur et que on a maintenant des notions de sensibilisation viscérale qui peuvent apparaître à la suite d'un événement déclenchant et surtout persister au-delà de la guérison. Donc,
Une patiente dans son contexte, si elle est bien entourée, avec un bon accompagnement, avec des enfants qui vont bien, des parents qui vont bien, en fait, elle va pas forcément rentrer dans ces phénomènes d'hypersensibilisation parce qu'elle va être en capacité de compenser. Mais à un moment donné, s'il lui arrive un traumatisme, quelque chose, elle va à ce moment-là, en fait, se mettre dans un état de fragilité qui fait que elle pourra déréguler son système nerveux central et apparaître donc dans des phénomènes d'hypersensibilisation moins compensés et donc rentrer dans cette boucle infernale. Donc, on a vraiment cette concept de douleur d'organe où la douleur va s'exprimer à travers l'organe. Donc, l'endométriose, on a 2 types de douleurs. La douleur lésionnelle, d'accord? Quand on a une lésion digestive, je peux avoir des troubles occlusifs, des douleurs à la défécation, des dyskésies, d'accord? Ou quand j'ai des lésions d'endométriose urinaire, des douleurs quand des hématuries, des douleurs quand je vais à la miction ou le remplissage vésical de douloureux. Et puis j'ai ces phénomènes de douleur, d'hypersensibilité pelvienne centrale qui sont l'intestin irritable. Pourquoi ces endométrioses superficielles qui n'ont pas de lésions digestives ont souvent des alternances de diarrhée, constipation, des météorismes, elles vous disent toujours qu'elles ont le ventre gonflé, etc. Tout simplement par ce mécanisme d'intestin irritable, par ces phénomènes d'hypersensibilisation. Pourquoi elles vous disent j'ai tout le temps envie d'uriner? Pareil, en fait, c'est des patientes qui vont avoir une vessie hyperactive par ces phénomènes d'hypersensibilisation. Pourquoi elles ont mal dans le dos? Phénomènes musculaires, etc., etc. Donc, il faut savoir distinguer la pathologie, donc OK, endométriose, localisation, lésion, les conséquences, d'accord? Les conséquences de la douleur chronique. Ai-je une hypersensibilisation centrale pelvienne? Et auquel cas, quels sont mes critères d'hypersensibilisation centrale pelvienne? Avant donc de comprendre donc tout ça, ce qu'il faut, c'est entendre. Il faut mettre en place déjà un traitement antalgique centré sur ces zones douloureuses. Donc il faut bien les examiner. Soulager la patiente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère sa douleur. Même si vous la comprenez pas, c'est pas grave. Ça, on le comprendra peut-être dans 15 ans, dans 20 ans. Il n'y a pas d'importance. Mais ce qu'il faut prendre en charge, c'est soulager ces patientes. Pourquoi? Parce que si on les avait soulagées 10-15 ans avant, aujourd'hui, elles n'auraient pas ces phénomènes de sensibilisation viscérale. Parce qu'on a une aggravation dans le temps. Et les patientes qu'on traite aujourd'hui, avec ces phénomènes d'hypersensibilisation centrale, c'est parce que c'est des patientes qu'on n'a pas pris en charge 15 ans en amont. Et ça va éviter l'errance médicale. Donc, il faut faire cette démarche diagnostique clinique, donc cartographique, entendre, écouter, expliquer. Les examens complémentaires, évidemment, vont être guidés par l'examen clinique. Bien sûr, donc c'est difficile parfois d'examiner ces patients douloureux chroniques. L'IRM pelvienne donc va être un outil très important également. Aujourd'hui, on fait plus du tout d'électromyogramme, donc notamment pour les pathologies nerveuses. Donc c'est plus du tout d'actualité. Donc cette démarche diagnostique, vous avez compris que pour comprendre, il y a un interrogatoire avec une écoute et cette considération. Donc il faut comprendre le contexte. Qui est cette patiente? Depuis quand? Comment? Y a-t-il eu un facteur déclenchant? Comment vous êtes entouré et comment s'est passée votre enfance, vous avez eu des traumatismes, etc., pour comprendre cette notion de vulnérabilité. Donc c'est vraiment une enquête, d'accord, qui est intéressante aussi pour le praticien de manière intrinsèque, d'arriver à comprendre et à dénouer en fait l'histoire pour pouvoir l'expliquer, la retransmettre à la patiente, pour qu'elle s'approprie elle-même en fait sa pathologie. Et ensuite, on va caractériser cette douleur, le type, la localisation. Donc tout ça, on est des bons techniciens, on sait faire les signes fonctionnels, faire une cartographie, mais par contre, tout le reste, nous, en France, on a été moins bien formés pour comprendre qui sont les malades qu'on a en face de nous. Pour les examens gynécologiques, évidemment, c'est des patients douloureux chroniques, donc il faut être prudent, l'accord de la patiente, l'information. Nous, on va commencer toujours par un examen postural, parce qu'on se rend compte que dans la douleur pelvienne chronique, on a également beaucoup de patients qui ont des pathologies rachis-dorso-lombaires. Donc, comprendre la posture, d'accord, savoir s'il y a des syndromes de Meigne associés, palper en fait les muscles autour, vont nous permettre également de proposer en fait des orientations thérapeutiques. Donc, de votre examen va découler votre thérapeutique. Ensuite, on va bien expliquer à la patiente, voilà, là c'est la grande lèvre, là c'est la petite lèvre, ici c'est le vestibule, là c'est le clitoris, où est-ce que vous avez mal? Et plutôt que de dire, ok, je mets le spéculum, je fais le toucher vaginal, en fait j'ai raté toute la moitié donc de l'examen. On va rechercher ces zones d'hypersensibilité, faire bien sûr un examen musculaire, donc des muscles obturateurs, des muscles piriformes, donc des muscles pubovaginaux. On va faire un par un l'utérus, la vessie, l'urètre, le bassin osseux. Et puis après, donc ça, on sait bien faire, rechercher des nodules d'endométriose, des comblements du cul-de-sac et rechercher des troubles de la statique pelvienne. Parce que aujourd'hui, un patient douloureux chronique, on sait que on a vu par ces phénomènes d'hypersensibilisation
qu'il peut y avoir des dysfonctions, donc vésicales, des patients dysuriques, et à l'inverse, en fait, les dysfonctions peuvent induire de la douleur chronique. Donc, il faut dénouer, en fait, tout ce sac de nœuds. Donc, le syndrome myofascial, aujourd'hui, c'est quoi? C'est en fait une douleur élective au niveau musculaire associée à une hypertonie. Et aujourd'hui, toutes vos patientes ont des syndromes myofasciaux qui doivent être pris en charge pour être soulagées. 90, c'est la même chose en fait que les migraines. Donc, avec des patients qui vont avoir des contractures musculaires, eh bien, il faut prendre en charge ces syndromes myofasciaux musculaires. Donc, c'est quoi le syndrome myofascial piriforme, d'accord? Donc, on va avoir des gâchettes ici, donc au niveau donc du piriforme, avec des douleurs à type donc de sciatique, d'accord? On va avoir une limitation de l'amplitude articulaire de la hanche et souvent ça va être produit par une contraction prolongée ou excessive de ce muscle. L'obturateur interne, elles vont décrire des choses mais qu'on entend tous les jours. Hein. C'est j'ai mal là à la hanche, ça irradie donc dans le dos, j'ai des douleurs qui irradient dans la jambe, quelquefois j'ai du mal à marcher, ma jambe elle se bloque, j'ai une rotation qui est limitée, des douleurs donc de sensation de pesanteur pelvienne ou même des dyspareunies profondes. Et au niveau du releveur de l'anus, elles vont vous décrire des douleurs au niveau donc de brûlure, de blocage à l'entrée de la vulve quand elles vont avoir des rapports, des patients qui vont avoir des fissures cutanées au niveau donc de la fourchette. Donc ça, il faut bien l'entendre. Ces types de traitements. Et une fois que vous avez fait en fait ce diagnostic, donc j'ai ma pathologie, mes conséquences, est-ce que j'ai une hypersensibilisation pelvienne, quelles sont mes gâchettes utérines, qu'est-ce que je peux mettre en place. Donc vous comprenez que c'est complexe, puisqu'en fait aujourd'hui on va devoir proposer un traitement ce qu'on appelle holistique, adapté à chaque patiente, puisque adapté à son contexte, adapté à son environnement, qui va être à la fois médical, physiothérapie, centrale et socio-professionnelle. Donc c'est ce qu'on appelle nous de la médecine intégrative. Et aujourd'hui, donc aux États-Unis, ils sont bien en avance. En 2017, ils avaient déjà établi des recommandations sur cette pratique de médecine intégrative dans le management des douleurs chroniques, qu'on n'a toujours pas encore. Donc nous, en France, en tous les cas, dans la douleur pelvipérinéale, c'est des choses qui commencent à être dites. Donc cette médecine intégrative, elle est indispensable parce qu'il va falloir traiter le contexte, l'environnement, la patiente. On peut pas être nous seuls chirurgiens à traiter ces malades. Donc, parce qu'on va rater tout ce qui est côté musculaire, on va rater tout ce qui est central, traiter les traumatismes donc qui ont été vécus. Donc, on va mettre en place des programmes médico-chirurgicaux, cognitifs comportementaux, avec des thérapies complémentaires. Donc, et l'objectif, c'est l'amélioration de la qualité de vie. Donc, le Q5D, le HP5. Et donc, ça, c'est des contrats que vous devez déterminer avec votre patient en amont, au début de la prise en charge. Donc, là, moi, je travaille dans un centre qui s'appelle le Centre L'Avancée. Donc, on a la chance d'avoir des chirurgiens gynéco, médicaux, algologues, des kinés, des ostéos. On travaille aussi avec, donc, évidemment, des radiologues. On a plusieurs, on a des psychologues, des sophrologues, donc voilà, des diététiciens aussi. Et on essaye donc de mettre en place, en fait, des parcours. Donc, ce qui est important pour une patiente quand on est douloureuse chronique, et ce qui explique l'errance, c'est qu'elle se sente cadrée. Donc, pour les cadrer, en fait, il faut leur proposer un parcours à l'entrée, donc réhabilitation première. Donc, OK, on vous a vu, on a fait le diagnostic, on met en place donc tout ce protocole et ce schéma, on vous propose une RCP, on continue de vous prendre en charge même à l'issue de la chirurgie. Donc, c'est ce qu'on appelle des parcours de soins. On a mis en place également des éducations thérapeutiques. Cette éducation thérapeutique, en fait, c'est de l'accompagnement, c'est informer le patient, l'autonomiser. Une fois que vous avez formé votre patient donc à saisir les outils dont il a besoin pour se prendre en charge, donc de manière globale. Une fois que vous avez fait ça, donc en fait, en gros, l'objectif premier avant toute chirurgie ou même dès lors que vous allez voir votre patiente, c'est de faire ce qu'on appelle une réhabilitation première, c'est-à-dire une désensibilisation. Donc vous allez prendre en fait toutes les zones où vous avez repéré où la patiente a mal et vous allez proposer un traitement sur toutes ces zones-là, tout simplement pour diminuer l'influx de douleurs nociceptives, mettre au repos votre cerveau, le désensibiliser. Et il faut donc aussi traiter les traumas qui vont être capables de moduler la douleur, comme la dépression, le trauma ou le stress. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Des traitements étiologiques, évidemment, donc hormonal, donc ça se sous-entend dans l'endométriose, des traitements neuropathiques, si on a des atteintes, par exemple des patientes qui ont des douleurs de type sciatique ou des douleurs de type nerf pudendal, secondaires à des douleurs musculaires, des traitements donc chirurgicaux aussi font partie. Les traitements antalgiques, on voit beaucoup de patients douloureux chroniques qui n'ont pas de traitement antalgique, donc palier 1, 2. Donc toujours éviter la morphine, car la morphine va aggraver ces phénomènes d'hypersensibilisation. Et puis il faut traiter donc toute cette hypersensibilisation donc avec donc ces traitements.
Comment on traite cette hypersensibilisation ? Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est mettre en place un traitement central, d'accord ? Donc, soit de la duloxétine, prégabaline, soit des antidépresseurs ou des antiépileptiques pour moduler les seuils centraux. Donc, c'est-à-dire pour éviter des fréquences de crise de douleur importantes et en intensité. Donc ça, il faut bien l'expliquer aux patients parce que quand vous leur prescrivez des antidépresseurs, ils sont réticents à ça. Et donc, si vous leur expliquez l'indication, ils vont être beaucoup plus compliants. Pareil, si on a des patients qui ont des vestibulodynies, ces douleurs vulvaires, donc dès qu'on touche, elles ont mal, elles se contractent, elles n'ont pas de rapport des dyspareunies orificielles, il faut faire une désensibilisation locale également avec des techniques de préparation. Donc nous, on a des préparations à base de xylocaïne pour générer ça. Pareil, si elles ont des douleurs vésicales avec des vessies hyperactives, etc., il y a des traitements, le TENS, l'Almiron, l'hydrodistension. Dans les contextes de douleurs musculaires, on va mettre en place donc de la kiné, de la toxine. Donc en cas d'échec, l'intestin irritable, toujours une prise en charge alimentaire, et puis prise en charge centrale, si elles ont eu des traumas de l'EMDR, si c'est des patients qui ont peur beaucoup donc d'auto-hypnose, la sophro, bref, une prise en charge vraiment multidisciplinaire. On a intégré aussi, donc ça c'est deux apartés, deux autres donc techniques donc qu'on appelle de photobiomodulation. C'est quoi ? La photobiomodulation, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi ? La lumière solaire, elle est composée de rayons de toutes les couleurs et de toutes les fréquences. Donc cette lumière, donc une lumière monochromatique à une longueur d'onde précise, va avoir une action donc sur la cellule comme un boost cellulaire et a une capacité d'action sur cette mitochondrie en la stimulant. Donc si on stimule une mitochondrie, qu'est-ce qu'elle fait la mitochondrie ? Elle produit plus d'ATP et donc d'énergie cellulaire. Et qu'est-ce qu'elle est en capacité de faire si elle produit plus d'énergie ? De la réparation, de la production de collagène, de la néovascularisation. Et quand on a des douleurs, en fait, ou des syndromes inflammatoires neurogènes, on a besoin, en fait, de carburant cellulaire pour compenser. Donc, c'est un peu à l'équité avec la chlorophylle. Et donc, aujourd'hui, on va l'utiliser donc en post-opératoire. Ça va pouvoir accélérer la cicatrisation. On a aussi des actions anti-infectieuses en fonction des différentes lumières d'onde. Et on va, en gros, stimuler le système immunitaire par ces techniques. Donc, on le fait effectivement, nous, donc dans le centre, aujourd'hui, maintenant, on a un recul de 2 ans. On a des bons résultats sur les phénomènes d'hypersensibilisation. Donc, au niveau anti-infectieux, rééquilibration de la flore également, il y a des études. Donc là, j'avais pas le temps de vous sortir toutes les études, mais des études notamment même sur la trophicité et sur la cicatrisation donc difficile ou douloureuse en post-opératoire. Donc ça, c'est important. Donc dans ces zones allodiniques aussi post-opératoires que dans le cancer du sang, on peut l'utiliser. Donc une autre technique donc, que je vous ai montré tout à l'heure donc dans le cas de Laurie, c'est qu'on fait aussi de la toxine utérine. Cette toxine utérine, c'est quoi ? En fait, si on reprend la physiopathe des dysménorrhées, la dysménorrhée, on va avoir une hypercontractilité du myomètre chez les patientes dysménorrhéiques. Qui dit hypercontractilité, donc tout ça lié évidemment à des molécules, la prostaglandine, leucotriène, arginine. Hypercontractilité, donc utérine chez ces patientes douloureuses. L'hypercontractilité induit quoi ? Une hypoxie, d'accord ? Et cette hypoxie entraîne une modification des terminaisons nerveuses et donc de la douleur. Ça, en fait, on se rend compte que c'est lié, pareil, à des notions de sensibilisation de votre utérus, comme votre vessie. Votre vessie, elle est hypersensible, votre intestin est hypersensible, il va se contracter comme ça, et bien l'utérus fait la même chose par ces phénomènes d'inflammation neurogène. Et donc, la toxine utérine, elle va avoir une action antalgique, une action myorelaxante et une action centrale. Donc, on a sorti une étude, une étude pilote, qui montrait 70% d'amélioration de qualité de vie chez des patientes qui présentaient des dysménorrhées primaires ou secondaires sans endométriose. Donc, ça, c'était pour montrer rapidement la technique. C'est une technique qui est très simple et reproductible. On est en cours là de poser donc une étude. On attend les résultats de la NSM donc en France pour évaluer donc sur une étude randomisée l'impact positif sur la population. Donc, avec une aiguille, en fait, on va aller injecter de la toxine utérine diluée avec de la naropéine en attraint myométrial pour induire un relâchement. Donc, on met à peu près 20 cc donc, de toxine, 200 unités, donc diluées dans 20 cc de naropéine. Il faut traiter aussi donc, les syndromes myofasciaux, qui sont des douleurs donc, diffuses, comme je disais, avec cette hypertonie musculaire. Et qui dit hypertonie dit encore hypoxie. L'hypoxie, il faut comprendre que quand quelque chose ne respire pas bien, il est douloureux.
d'accord? Et donc, on va aller faire de la physiothérapie, donc de la kiné, mais de relâchement, donc ça, c'est très important, des étirements. Et la toxine botulinique, pareil, va avoir, puisqu'elle va bloquer la plaque neurotransmettrice, et donc elle va avoir une action donc myorelaxante. On va utiliser une autre technique assez récente qui est la radiofréquence. La radiofréquence, c'est quoi? C'est de la thérapie cellulaire active. En fait, grâce à la radiofréquence, aux ondes électromagnétiques, on va obtenir un effet thermique donc local et un passage donc ionique transmembranaire, d'accord, qui va permettre de recréer également de la vascularisation et donc de la régénération tissulaire. Donc, il va y avoir 4 effets: la microcirculation, la vascularisation, la biostimulation, pour, pareil, induire des phénomènes de régénération, notamment pour la cicatrisation, à titre antalgique dans le contexte anti-inflammatoire, et on va pouvoir agir donc sur les différents systèmes cellulaires, vasculaires ou neurologiques. Je voulais vous parler aussi d'un élément qui était assez important parce qu'on voit très fréquemment chez ces patientes donc endométriosiques, les patientes qui ont des douleurs vulvaires à l'entrée donc de la vulve à type de brûlure, sans lésions visibles, avec tous les prélèvements négatifs. Elles ont déjà essayé les crèmes antifongiques, elles ont fait tous les bilans MST, elles ont toujours mal avec des rapports qui sont quasiment impossibles. Des patients qui peuvent avoir même des brûlures à la miction et des dyspareunies d'intromission. Donc ça, c'est très important de le différencier du vaginisme. Ces patientes, on les a déjà envoyées 25 fois chez le sexologue en vous disant, écoutez, votre douleur est dans la tête. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre de cette vestibuliodynie, c'est que c'est les mêmes phénomènes de sensibilisation locale, d'accord? Et que les traitements aujourd'hui, il y en a. C'est la désensibilisation par ces crèmes de xylocaïne, avec de la kinésithérapie de relâchement, parce que c'est des patients qui ont également donc des tensions musculaires très importantes à l'entrée donc de la vulve. Il faut également avoir des traitements centraux, donc tels que le Laroxine ou des thérapies centrales. Et on va également pouvoir utiliser ces différents soins de support qu'on va proposer, soit de lumière ou de radiofréquence. C'est un même mécanisme de sensibilisation qu'on peut avoir. Donc, soit c'est des patientes qui ont eu des antécédents de traumatisme. On peut avoir des facteurs déclenchants de mode d'entrée dans cette douleur vulvaire simple, telle que une mycose. En fait, une patiente va faire une mycose très importante, elle va être très stressée, elle va s'angoisser, et puis phénomène de mémorisation, si elle a un contexte environnemental négatif, va perdurer avec des phénomènes de sensibilisation locale. On va entraîner des contractures réactionnelles, et rien que de cette vestibuliodynie peut apparaître ces phénomènes d'hypersensibilisation qui sont aussi des douleurs musculaires, des douleurs digestives, des douleurs vésicales, donc à l'issue juste donc d'une petite lésion qu'on aurait pu traiter en amont. Donc pour conclure, ce qui est important, et je crois qu'après cette heure de présentation, j'espère vous avoir convaincu que c'est majeur en fait de dépister ces patients douloureuses chroniques, pas d'essayer de comprendre pourquoi elles ont mal, mais au moins essayer de savoir où elles ont mal et de proposer un traitement avant même de poser un diagnostic. Donc que l'échographie gynécologique est évidemment un examen de première intention. Il faut comprendre ces mécanismes de sensibilisation pelvienne parce qu'elle est autour de nous en permanence et chez beaucoup de nos patients. Que la prise en charge, il faut être plusieurs. Et donc, c'est important de s'entourer, en fait, de réseaux. On n'est pas obligé de tous travailler au même endroit, mais en tous les cas, de s'accompagner, donc, de praticiens qui ont envie de travailler dans cette optique, donc, dans l'optimisation de la qualité de vie, avec des prises en charge pluridisciplinaires, holistiques et intégratives, et de replacer aussi le patient au centre de sa prise en charge, en le formant, en l'informant, avec des notions d'éducation thérapeutique. Donc, voilà. Merci. Je vous invite au prochain congrès Convergence PP qui sera à Rome, donc qui est une société scientifique européenne de douleurs pelviennes, et donc évidemment tout le monde sont les bienvenus. Merci Dr Levesque pour cette très belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Dr Beldifalla. Merci Christine, excellente présentation et franchement incroyable. J'ai une question, l'injection intramyométriale, tu l'as fait indépendamment de la présence d'adénomiose ou pas Oui. Okay. En fait, l'adénomiose, on n'a pas retenu le critère d'adénomiose en fait dans un critère d'exclusion. Donc, en gros, ce qu'on exclut comme pathologie, c'est l'endométriose ou la récidive d'endométriose, puisque l'objectif c'était de proposer en fait un traitement à ces patients qui n'avaient plus rien. Donc, c'est plutôt voilà une injection compassionnelle, quoi. Alors après, en amont, peut-être qu'on le proposera à des patients pour des dysménorrhées primaires initiales aux échecs de traitements hormonaux, mais dans l'idée initiale, c'était ça.
Et je pense que tu Docteur connais ces travaux Ben-Saïd. des Japonais sur le dysperistaltisme utérin, notamment en première phase du cycle. Et est-ce que du coup, en imagerie, vous vous êtes posé la question de savoir est-ce que ce dysperistaltisme, vous pouviez l'identifier? Et si oui, est-ce que du coup, derrière, le fait qu'il y ait une dyscontractilité puisse donner plus d'amélioration suite aux injections? Alors ça, c'était un projet d'étude qu'on avait, effectivement. On sait que dans la dyscontractilité, on a des phénomènes de péristaltisme qui peut être visible donc en première intention. Alors au-delà du péristaltisme, en fait, que tu vois souvent mieux à l'IRM, donc en imagerie dynamique, donc ça a semblé complexe en fait de le proposer parce qu'il faudrait que les patients restent longtemps dans la machine, donc en termes de faisabilité, c'était compliqué. C'était peut-être de mesurer en fait l'épaississement en fait du myomètre, donc chez ces patients qui avaient des myomètres hypercontractiles, ou de mesurer en fait la pression intracavitaire. Donc ça, c'était voilà, on est en train d'essayer d'imaginer en fait de comment pouvoir mesurer cette pression. Là aujourd'hui, l'objectif c'était déjà de démontrer que les patients allaient mieux, donc dans une évaluation de la qualité de vie. Donc alors là, avec la NSM, si en plus il fallait qu'on mesure un intra-utérin avec, enfin voilà, là on passait plus du tout. Docteur Ben-Saïd. Merci, docteur, pour vos deux exposés. Je voudrais faire un petit commentaire pour la deuxième conférence et poser une question pour la première conférence. Concernant le commentaire de la deuxième conférence, on doit rappeler que le myomètre de la femme est divisé en deux parties physiologiquement. Le tiers interne du myomètre va avoir une contractilité en péri-ovulation et cette contractilité va de bas vers le haut pour optimiser l'ascension des spermatozoïdes du vagin vers les trompes éventuellement en vue de fécondation naturelle. La deuxième partie du myomètre, c'est une partie externe et elle touche les deux tiers externes du myomètre. C'est cette partie externe qui est à l'origine de contractions expulsives et qui se met en place lors de la menstruation pour chasser le flux menstruel et les débris de l'endomètre fonctionnel. Par conséquent, si on a des toxines à injecter dans le myomètre, il faut bien le faire au niveau de la partie externe du myomètre, sous contrôle échographique éventuellement. Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, c'est qu'en fait, quand on va injecter de la toxine, il va y avoir une diffusion. Donc, en fait, l'aiguille, elle fait quasiment 1 centimètre. Donc, c'est des patients qu'on fait sous anesthésie générale. Donc, il y a quand même une pénétration assez profonde dans la deuxième partie donc, du myomètre. Donc, au-delà des phénomènes, mécanismes physiologiques que vous décrivez, en fait, l'idée, c'est d'arriver à obtenir donc, une myorelaxation globale. Effectivement, chaque partie du myomètre a des rôles peut-être différents dans le mécanisme de la procréation, mais dans le mécanisme de la douleur chronique, en fait, vous allez avoir une réaction, une hypercontractilité de l'ensemble de votre myomètre. C'est pas, là, on parle de patients qui sont déjà sous traitement hormonaux, donc il n'y a même pas de mécanisme périovulatoire, etc., puisqu'elles sont déjà en blocage hormonaux. Donc, en externe, en fait, après, il y a une faisabilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller injecter. Déjà, il faut évaluer si dans des méthodes micro-invasives, comme l'hystéroscopie, ça va pouvoir avoir un impact positif. Et dans les études, il y a une amélioration de la qualité de vie, au-delà d'aller effectivement se dire si c'est en externe ou en interne, quoi. D'accord. Pourquoi pas? Concernant ma question sur le premier exposé, vous nous avez dit que l'échographie endovaginale, éventuellement, et de préférence, quand elle est faite, elle est de première intention. Ma question, est-ce qu'on tolère une vessie moyennement pleine pour réaliser cet écho endovaginal? Et deuxièmement, est-ce que le fait de jeter un Doppler couleur permet éventuellement de les aider sur les localisations, notamment de compartiments postérieurs, cul-de-sac de Douglas, intestin? Donc, on fait une échographie vessie semi-pleine. Voilà. Et ensuite, le Doppler couleur, donc au niveau digestif, non, parce que c'est souvent des lésions qui sont avasculaires. Par contre, on va avoir un intérêt pour les lésions du compartiment antérieur, pour voir les éjections, les Doppler urétéraux, donc, et voir s'il y a des lésions au niveau donc, des MEA, quoi. Plutôt. D'accord. Docteur Makhlouf. Merci énormément, docteur Levesque. J'ai plusieurs remarques. La première, c'est que c'est bien que vous avez incité qu'une femme sur 3 souffre dans le monde actuellement et que l'endométriose, on peut l'avoir chez l'adolescente puisque vous avez pratiquement présenté un cas de douleur. Deuxièmement,
le score que vous utilisez ainsi que la classification EDA, ainsi que le score ESAN ou alors le UBBS, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que nous, on est en présence des chirurgiens gynécologues qui sont soit un niveau 1, soit un niveau 2 et un niveau 3. C'est pour pouvoir adresser dans l'endométriose sévère, compliquée, à des centres de référence. Malheureusement, on n'a pas ces centres-là parce qu'aller opérer une endométriose sévère, vous le savez autant que moi que ça peut se terminer même par une colostomie. Troisièmement, l'échographie, si elle est performante aussi bien dans le diagnostic du compartiment antérieur, le compartiment moyen et le compartiment postérieur, est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'IRM qui prendra le dessus? 3, quelle est la place du scanner éventuellement dans ces compartiments-là? Et en fin de compte, vous ne pensez pas que cette symptomatologie d'hypersensibilisation pelvienne centrale, en fait, elle ne peut être qu'un diagnostic, je dirais, d'élimination, c'est-à-dire une fois que vous avez éliminé, parce que cette hypersensibilité, elle peut être en rapport avec une congestion pelvienne, elle peut être en rapport avec une malformation utérine et plus rétention, elle peut être en rapport avec de l'endométriose, donc elle peut être en rapport avec tout. Finalement, si on élimine toutes ces étiologies-là, je pense que c'est là où on pourrait éventuellement indiquer le traitement que vous avez proposé. Et quelle est la place de la pilule? On peut faire une question par une question, peut-être? Donc, peut-être je vais répondre à la question sur l'échographie. Donc, l'idée donc de l'échographie de l'IRM, en fait, au niveau... Alors, en fait, il faut savoir réaliser les examens qu'on sait bien interpréter. Donc, je pense que ça, c'est important, avec les bons praticiens. Donc, aujourd'hui, l'échographie et donc beaucoup d'études, mais avec des équipes qui sont référentes, ont montré leur sensibilité, leur spécificité pour prédire cette complexité chirurgicale, au moins à l'égal de l'IRM. Après, aujourd'hui, si vous avez des IRM, des radiologistes qui sont très performants en IRM, il vaut mieux faire de l'IRM. Si vous avez des échographistes qui ne sont pas performants, c'est pour ça que, en tant que chirurgien gynécologue, d'être autonome était quand même surtout que c'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment, de l'échographie même tous les jours, de gagner en autonomie par rapport à ça était quand même un plus, notamment pour prédire cette complexité, et encore plus si ces patientes elles vont être référées dans d'autres centres différents que du vôtre. Donc voilà, donc ça, et après le scanner pour moi n'a pas forcément sa place, en tous les cas pour de la détermination des localisations digestive ou même pelvienne, donc de l'endométriose. Donc voilà. La deuxième question, c'était pour l'hypersensibilisation, c'est ça? Est-ce que c'est pas un diagnostic d'élimination? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypersensibilisation pelvienne centrale, ce n'est pas un diagnostic, c'est une caractéristique. Donc, c'est-à-dire qu'un patient, et ça vous le voyez, effectivement, la patiente, elle a une endométriose et une hypersensibilisation pelvienne. Donc, si aujourd'hui, vous traitez que son endométriose, elle conservera son hypersensibilisation. Donc, cette patiente, elle ne sera pas forcément optimisée dans sa qualité de vie. Donc, ce qu'il faut entendre, c'est de prendre en considération ces phénomènes d'hypersensibilisation. Évidemment, le traitement étiologique est indispensable. Donc, si c'est un syndrome de congestion pelvienne, évidemment. Mais si vous ne prenez pas en charge l'hypersensibilisation, vos malades, ils auront toujours mal. Donc, ça, c'est très important. Donc, en fait, ça ne veut pas dire faire l'un ou l'autre. Ça veut dire faire les deux. L'idéal, c'est essentiellement de chercher une étiologie, de la traiter et éventuellement donner après un traitement antalgique en fonction du niveau. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut d'abord déterminer l'étiologie, d'accord ? Déterminer les conséquences de la douleur chronique. Est-ce qu'elle a des phénomènes d'hypersensibilisation ? Une patiente, ce n'est pas une maladie ou une hypersensibilisation, c'est les deux. Donc, vous commencez par traiter les phénomènes d'hypersensibilisation. Ces patientes-là, on les aurait pris en charge il y a 10 ans, elles n'auraient peut-être pas d'hypersensibilisation si on avait traité leur maladie immédiatement. Aujourd'hui, c'est un paquet de nœuds. Donc, le plus simple, c'est pas forcément de les opérer, le plus simple, c'est de leur proposer déjà une réhabilitation première, de la kiné, c'est simple, une prise en charge alimentaire, de l'éducation. Et peut-être, à la fin, ces patientes-là, elles ne seront même pas à opérer, car elles auront une qualité de vie satisfaisante. Oui, on est tout à fait d'accord, mais prenons par exemple l'exemple de la congestion pelvienne. Même si vous traitez, même vous faites un régime, même vous faites une activité sportive,
tant que vous n'avez pas, ou une malformation avec une rétention, tant que vous n'avez pas résolu cette étiologie-là et de l'opérer, vous avez beau donner ce que vous voulez, mais cette femme-là... Mais l'objectif, ça ne veut pas dire ne pas le faire. L'objectif, ça veut dire le faire au bon moment. C'est différent. Ça veut dire, en fait, si vous allez opérer votre patient de votre congestion pelvienne, la congestion pelvienne reste aussi un diagnostic d'élimination, d'accord? Parce qu'en fait, quand vous décrivez tous les symptômes de la congestion pelvienne, c'est tout et rien, et beaucoup d'hypersensibilisation pelvienne centrale. Et donc, la majorité des patientes, parce qu'on les voit, nous, dans le centre, elles ont toutes été opérées de congestion pelvienne, elles arrivent toujours avec les mêmes douleurs, parce que l'hypersensibilisation n'a pas été prise en charge. Donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, ça veut dire qu'il faut faire d'abord la réhabilitation, puis ensuite faire un traitement étiologique. J'ai une dernière question, s'il vous plaît. C'est moi qui vais vous poser une question. Est-ce que la vestibulodynie et les douleurs d'origine pudendale, est-ce que c'est la même chose ou pas? La vestibulodynie et la pudendalgie? Oui. Non, alors, la vestibulodynie, c'est vraiment un phénomène de sensibilisation locale. Donc, c'est comme une modification en fait de la sensibilité dans cette zone du vestibule électif. Ce n'est pas lié à une pathologie du nerf, d'accord? C'est-à-dire que la pathologie du nerf, dans la névralgie pudendale, vous pouvez avoir soit deux types de névralgie pudendale, soit par syndrome canalaire, parce que le nerf est coincé. Donc, ça va être une clinique qui est particulière. Donc, c'est des patients qui vont être douloureux à la position assise, qui vont être douloureux, qui vont être soulagés debout, sur la cuvette des toilettes, avec des décharges électriques. La vestibulodynie, ça va être vraiment des douleurs au frottement, donc de contact, alors que l'autre va être beaucoup plus positionnel. Et la localisation du territoire douloureux n'est pas le même. Parce qu'il y en a un, c'est que le vestibule, et l'autre, c'est le territoire du nerf pudendal, donc clitoris, grandes lèvres, anal. Et ma deuxième question, est-ce que l'injection de toxine botulique, elle est efficace pour les douleurs vestibulaires? Alors, il y a pas mal d'études qui ont révélé, nous on les fait au niveau donc, des muscles, d'accord, au moins pour soulager l'hypertonie musculaire, qui sont souvent associés, hein, c'est des patients qui ont vraiment des syndromes myofasciaux au niveau des muscles pubo-vaginaux. Donc, il y a des équipes aussi qui en traitent, parce qu'en fait, il faut le considérer comme de la douleur neuropathique, qui vont injecter immédiatement donc, dans le vestibule, mais pas avec des intervalles identiques. Il y a des études qui retrouvent, alors c'est pas non plus des études randomisées avec un haut niveau de preuve qui peut nous permettre de le recommander complètement, mais dans les dernières recommandations sur la vestibulodynie qu'on a publiées avec Convergence PP l'année dernière, ça faisait partie des traitements de deuxième ligne. D'accord, merci. Merci, docteur Levesque, pour cette belle présentation.